Vous êtes bien en direct sur l'antenne de Public Sénat. Merci d'être avec nous. Voici les titres de l'actualité politique de ce lundi 12 mars 2012. Bonsoir à tous. L'Europe qui s'invite avec fracas dans le débat présidentiel. La réforme de l'espace Schengen voulue par Nicolas Sarkozy suscite de vives réactions à gauche, prudence à Bruxelles. L'Allemagne ce soir met en avant le bien précieux que constitue la libre circulation en Europe. Ce sera tout à l'heure le débat de notre 19h. Combien seront-ils à pouvoir s'aligner sur la ligne de départ de la course à la présidentielle? Eh bien, réponse vendredi, avec le dépôt des derniers dossiers de parrainage. Au Front National, on s'active plus que jamais. Reportage dans ce journal. Et puis, la politique qui fait aussi son cinéma. Et nos présidents sortent en salle dans quelques jours. Olivier Gourmet, qui, vous le savez, incarnait un ministre des Transports dans un autre film, L'exercice de l'État, sera notre invité en fin de journal. Je vais être critiqué, avait prédit hier Nicolas Sarkozy. Eh bien, le candidat président avait vu juste. Ses propositions européennes énoncées à l'issue de son discours de Villepinte suscitent une avalanche de commentaires, que ce soit sur l'hypothèse d'un rétablissement des frontières comme celle d'une réforme de la concurrence. L'opposition tire à boulet rouge. Pas simple, on le voit, de réconcilier la France du oui et la France du non, comme le souhaite le candidat de la droite. Alors que pense de ces propositions cette France du non qui avait fait échouer, vous vous en souvenez, le référendum européen de 2005? Élément de réponse avec Mounir Soussi. À Villepinte, Nicolas Sarkozy a voulu parler à la France du non, celle qui avait rejeté le traité constitutionnel en 2005. Mais pour les souverainistes de tous bords, il est mal placé pour porter une autre vision de l'Europe. C'est une plaisanterie. Celui qui a bafoué le vote du non, qui a signé Lisbonne, qui est en train de négocier un traité de soi-disant stabilité, c'est-à-dire de récession, qui se fait passer pour le défenseur d'une autre Europe. Mais personne n'est dupe. En menaçant de s'affranchir des accords européens, Nicolas Sarkozy fait un pas dans le jardin du front de gauche. Jean-Luc Mélenchon se félicite que le président le suive sur ce terrain. Mais pour les soutiens du candidat d'extrême gauche, les actes du président ne sont tout simplement pas en accord avec son discours. Il y a quelques jours encore, interrogé sur le nouveau traité européen qu'il vient de signer, est-ce que vous êtes prêt à consulter les Français? Il a dit non, on ne peut pas faire de référendum sur l'Europe. Donc qu'il ne vienne pas nous dire aujourd'hui qu'il veut réconcilier la France avec ceux qui ont voté non. Un positionnement décrié par un autre tenant du non. Jean-Pierre Chevènement ne peut pas donner de crédit à la nouvelle posture du président de la République. Monsieur Sarkozy n'est pas crédible, car toutes les promesses qu'il a faites, il les avait déjà faites, et il ne les a pas mises à exécution. Donc comment le croire? Nicolas Sarkozy n'a pas convaincu les responsables politiques eurosceptiques. Ce soir, à la télévision, il essaiera de persuader les Français qui, eux, ont voté non à 54%. Et au-delà de cette France du non, les critiques, je vous le disais, sont très vives à gauche comme à l'extrême droite. Dans le camp de François Hollande, on dénonce des propos dignes, je cite, d'un Premier ministre britannique conservateur et l'on accuse le candidat de la droite de traiter l'Europe comme un bouc émissaire au Front National. Marine Le Pen ne voit pas dans les propos de Villepinte que du mensonge et de l'incohérence. Prudence en tout cas en Europe, peu ou pas de commentaires aujourd'hui. François Baudonnet, vous êtes avec nous en direct de Bruxelles. Alors, comment, dans les couloirs de la Commission européenne où vous êtes, les propositions de Nicolas Sarkozy ont été aujourd'hui accueillies? Eh bien, ces dernières heures, les responsables européens ont oscillé, si vous voulez, entre la surprise et la colère. Surprise parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette charge de Nicolas Sarkozy. Certains disent ici qu'ils ont été extrêmement surpris par ce qu'ils ont entendu hier à Villepinte. Et puis colère parce que la plupart des points exigés par le président candidat sont déjà dans une réforme de l'espace Schengen, réforme qui est en cours ici à Bruxelles et qui a débuté à la demande de la France, d'ailleurs au mois de juin dernier, après le printemps arabe, quand l'Europe avait peur d'un déferlement massif d'immigrés sur ses côtes. Et cette réforme prévoit justement que certains États puissent rétablir provisoirement les contrôles aux frontières nationales si leurs voisins sont défaillants, c'est-à-dire s'il y a des trous dans les frontières extérieures de l'Europe. On sait par exemple que la Grèce aujourd'hui a beaucoup de mal à contrôler sa frontière avec la Turquie. C'est de notoriété publique, c'est au cœur des débats. Alors quand Nicolas Sarkozy laisse entendre que finalement la France est la seule à se préoccuper de cela, et bien évidemment, forcément ici à Bruxelles, cela dérange. Et puis il faut noter également une réaction qui est venue en milieu de journée de Berlin, une réaction extrêmement prudente également. Il a été dit par un porte-parole du gouvernement
gouvernement allemand, que la libre circulation dans l'espace Schengen constitue pour l'Allemagne un bien précieux. Ce porte-parole a refusé d'en dire plus parce qu'il s'agit évidemment d'un sujet de politique intérieure dans une campagne électorale française. Et c'est d'ailleurs un petit peu la tonalité ici à Bruxelles où on nous dit qu'on ne commente pas les déclarations d'un candidat. Merci beaucoup François Baudonnet d'avoir été avec nous en direct de la Commission européenne. Et puis, il y a cette autre proposition qui fait réagir, celle de créer, à l'instar du modèle américain, un Buy European Act qui réserverait donc les fonds publics, l'argent public, aux entreprises produisant sur le vieux continent. Une proposition que le Parti socialiste avait dans ses cartons depuis plusieurs années déjà. Le point sur cette question avec Jérôme Rabier. Favoriser les entreprises européennes dans les contrats publics, une idée directement inspirée des États-Unis. L'Europe, elle n'est pour l'instant que peu protégée. Seules des incitations existent sans aucune obligation. Ce qui fait naître un vrai sentiment d'injustice pour les entreprises françaises notamment. Il ne faut pas qu'on soit, si vous voulez, les naïfs. Nous, on se fait avoir parce qu'on ne veut pas mettre de mesures de protectionnisme. Il faut permettre à toutes les entreprises PME d'Europe de pouvoir répondre à des appels d'offres en venant d'autres pays. En fait, c'est pour casser le protectionnisme qui est mis en place. Une proposition surprise du candidat Nicolas Sarkozy, mais qui se rapproche du juste échange évoqué dans le programme de François Hollande. Par ces mesures, l'Europe s'impose comme un enjeu majeur de la campagne. La plupart des candidats, des partis politiques sont très inquiets de la désindustrialisation de l'économie française et demandent des mesures fortes à l'échelle européenne pour protéger notre industrie de la concurrence des pays à bas salaire. La France et l'Europe, en favorisant ces entreprises et les productions sur le sol européen, appliqueraient finalement les mêmes mesures que ses concurrents mondiaux, espérant ainsi soutenir son économie en mal de croissance. Et puis François Hollande qui a reçu aujourd'hui les représentants des familles des victimes de l'attentat de Karachi. Le candidat socialiste s'est engagé à lever le secret défense sur tous les documents concernant cette affaire. Les familles ont précisé à l'issue de cet entretien qu'il était pour elles hors de question de rencontrer Nicolas Sarkozy sur ce même dossier. Une décision qui risque d'avoir de très fortes conséquences dans le duel qui oppose Boeing à Airbus. L'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, a confirmé aujourd'hui que l'avionneur américain avait reçu des milliards de dollars de subventions illégales de la part des États-Unis. L'Union européenne parle ce soir d'une victoire importante et parle également d'une décision historique. Luc Châtel qui veut en finir avec les antisèches au baccalauréat. Une accélération des sanctions contre les fraudeurs est d'ores et déjà envisagée dès cette année. Plus largement, le ministre de l'Éducation nationale a présenté les pistes nécessaires selon lui pour sauver cette institution pour lui à bout de souffle. Il souhaite une épreuve concentrée sur l'essentiel avec moins d'options facultatives et un recours plus important au contrôle continu. La course aux signatures, je vous en parlais dans les titres, fin du suspense dans moins d'une semaine maintenant, avec la fin de vendredi du dépôt possible du dossier au Conseil constitutionnel. Au siège du Front National à Nanterre, c'est l'heure des tout derniers coups de fil. Il manquerait, selon Marine Le Pen, une dizaine de ces très précieux parrainages, synonyme d'une participation au scrutin suprême. Sandra Cerquera. Vous vous rendez compte un petit peu la situation dans laquelle ça nous met, si jamais Marine Le Pen ne peut pas se présenter? Cette phrase, il la répète plus d'une centaine de fois par jour. Convaincre les maires de parrainer leur candidate, c'est une mission à plein temps. Et la tâche s'avère moins facile qu'en 2007. Tant pis, je vous remercie. Au revoir. Des divers droites qui avaient l'habitude de signer pour nous, les gens qui sont les UMP dont il n'a pas besoin de leur signature, refusent de signer pour nous parce que M. Sarkozy leur a demandé de ne pas signer. À 4 jours de la date limite, il manquerait encore une quinzaine de signatures. Ici, on ne veut pas donner de chiffres trop précis pour ne pas laisser penser aux maires que c'est joué d'avance. L'objectif se rapproche, mais au FN, on s'inquiète toujours. Trop d'élus reviennent sur leurs promesses. Chaque fois qu'une promesse n'est pas honorée, il faut trouver une signature complémentaire, supplémentaire, pour remplacer celle qui n'est pas honorée. Maintenant, c'est une véritable course contre la montre qu'il faut effectuer. Et le temps presse d'autant plus que cette course au parrainage est aussi source de difficultés financières. Sans les 500 signatures, impossible d'obtenir des prêts bancaires pour financer la campagne. Faute d'argent, le parti a déjà dû annuler 2 meetings.
Voilà, réponse donc sur ce dossier. Bien vendredi, date limite pour le dépôt de ces parrainages pour les élections présidentielles. Nos invités nous ont rejoints sur notre plateau. Elisabeth Guigou, bonsoir. Vous êtes députée socialiste de Seine-Saint-Denis et je rappelle, c'est important, que vous avez été ministre chargé des Affaires européennes. En face de vous, Franck Riester, député de Seine-et-Marne. Bonsoir à vous. Vous êtes secrétaire national de l'UMP. Vous êtes également membre actif de cette fameuse cellule riposte du parti présidentiel. On va parler d'Europe. Nicolas Sarkozy en a parlé longuement, très longuement, hier à Villepinte. Est-ce qu'il était temps que finalement l'Europe et l'avenir de l'Europe soient mis sur la table du débat présidentiel aujourd'hui, Elisabeth Guigou? C'est bien de parler d'Europe. Maintenant, c'est pas bien d'en parler comme ça. Faire une sorte de déclaration de guerre à l'Union européenne, parce que Schengen, c'est pas simplement renégocier un traité qui n'a pas encore été ratifié, ce que nous voulons faire sur le traité d'austérité budgétaire, mais c'est renégocier plusieurs traités, dont le traité d'Union européenne qui a été ratifié, dont le traité de Schengen qui a été ratifié par la France il y a des années et des années. Et surtout, quand M. Sarkozy dit que si ça ne marche pas, il sortira, ça c'est une déclaration de guerre à l'Union européenne. Parce que les traités, ça veut dire quoi, que ou bien on les dénonce, c'est-à-dire qu'on sort de l'Union européenne, ou alors on viole les traités. Donc je trouve cette déclaration d'une très très grande violence. Elle témoigne d'un électoralisme grossier. On voit bien à qui ça s'adresse. On fait de l'Europe le bouc émissaire, n'est-ce pas, pour pouvoir d'ailleurs occulter le débat sur le bilan, qui est quand même assez catastrophique. Donc voilà, c'est très franchement... Une déclaration de guerre, dites-vous. Comment vous réagissez, Franck Riester, sur ce terme? Je ne veux pas réagir sur ce terme parce que c'est outrancier et ça ne correspond pas à la réalité. D'abord, moi, je suis ravi qu'effectivement Nicolas Sarkozy ait abordé les sujets européens, parce qu'on sait bien qu'il y a un grand nombre de politiques qui ont des répercussions sur le quotidien de nos compatriotes, qui se décident en collaboration avec chaque État membre au niveau européen. Et donc, il était vraiment essentiel d'aborder, dans un discours aussi fondateur que celui de Villepinte, cette question-là. Et de l'aborder avec le courage et la lucidité habituelle de Nicolas Sarkozy. Parce que contrairement à François Hollande et au Parti socialiste, qui systématiquement évite tous les sujets problématiques, tous les sujets compliqués, tous les sujets où il faut prendre des décisions, on les évite, on ne veut surtout pas en parler. Eh bien, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a abordé la question, effectivement, de l'immigration, en regardant le sujet avec réalisme, en disant, comme il l'a fait avec son volontarisme au niveau de la zone euro pour sauver la zone euro avec les résultats qu'on connaît, en remettant de la politique, de la gouvernance politique au sein de la zone euro, la même chose, il le souhaite au niveau de la zone, au niveau de l'immigration, c'est-à-dire l'espace Schengen. Et il fait des propositions très concrètes, remettre une gouvernance économique et se doter d'instruments qui nous permettent, en cas de crise, d'être réactifs. Alors, cet espace Schengen, il existe. Oui, je vous en prie. Oui, non, parce que puisque M. Riester parle d'esquive et que la question du contrôle des frontières extérieures est un vrai sujet. Parce qu'il y a de vrais problèmes. Il y a de vrais problèmes. On sait très bien qu'il y a de vrais problèmes entre la frontière de la Grèce et de la Turquie. On sait très bien qu'il peut y avoir d'ailleurs des problèmes aussi vers la Bulgarie, etc. Donc il y a un problème. Quand M. Riester parle d'esquive, je dois dire que M. Guéant, ministre de l'Intérieur, en charge de ces questions. Il y avait jeudi dernier un conseil des ministres de l'Intérieur sur justement l'amélioration des accords de Schengen et M. Guéant n'était pas là. Alors ça, c'est un ministre de l'Intérieur qui esquive ses responsabilités. Alors ce que je propose, c'est une approche européenne. C'est-à-dire qu'au lieu de dire on va se replier sur notre précaré national, dénoncer les accords de Schengen, fermer les frontières, ce qu'a vigoureusement dénoncé l'Allemagne, il faut renforcer l'agence Frontex, il faut renforcer les contrôles aux frontières extérieures. Pas vrai, c'est pas ce qu'il a dit hier. Et non, pas du tout. Pas du tout. Et d'autre part, il faut évidemment travailler avec les pays d'émigration pour faire en sorte que ces flux incontrôlés de population ne puissent pas se produire. Tout ça est absolument absent du discours de M. Sarkozy. C'est une grande... c'est de l'électoralisme, et c'est surtout d'une très très grande légèreté
Bon, vous nous avez pas dit effectivement ce que proposait François Hollande. Ça a été condamné Est-ce qu'il est aujourd'hui réaliste d'imaginer pouvoir rétablir les postes frontières, ne serait-ce qu'en France, ne serait-ce que même temporairement? Mais bien sûr, à condition que, évidemment, toute la négociation qui est en cours n'ait pas pu aboutir. Ce n'est qu'une sanction, je dirais, ou une des précautions prises en cas d'échec de ces négociations. Dès 2008, sous présidence française de l'Union européenne, Nicolas Sarkozy a fait en sorte de lancer la grande réforme de cet espace Schengen. Il faut savoir que ça fait depuis 1995 que le dispositif Schengen, c'est-à-dire la suppression des frontières au sein entre pays européens de l'espace Schengen et un renforcement des contrôles au niveau des frontières extérieures, est en œuvre. Au bout de presque 12 ans, 17 ans, pardon, c'est logique de prendre le temps de regarder ce qui ne va pas et de le réformer. Donc dès 2008, il a pris des dispositions pour réformer Schengen, et là il est nécessaire d'aller plus loin, c'est ce qu'il a dit en 2011 au moment où il y a eu la crise, vous savez, avec la Tunisie. Le problème, c'est que ça traîne et que donc il souhaite que ça aille plus vite et que les dispositions qui sont dispositions concrètes et pragmatiques soient mises en œuvre. Si elles ne l'étaient pas, à ce moment-là, effectivement, la France se réserve le droit de pouvoir revenir momentanément, tant que les négociations ne sont pas finies, à une maîtrise de ses frontières pour ne pas subir une immigration non contrôlée. Elisabeth Guigou, est-ce qu'aujourd'hui l'espace Schengen est inscrit dans le traité de l'Europe? Autrement dit, oui, bien sûr, est-ce que pour le changer, il faut réviser le traité? Oui, il faut réviser le traité. C'est ce que je vous disais à l'instant. Il faut réviser le traité de l'Union européenne. Et ça, c'est non, ce que je trouve, c'est que, évidemment qu'on peut toujours améliorer les choses, mais il faut le faire dans un esprit de concertation et non pas désigner l'Europe comme le bouc émissaire des échecs de M. Sarkozy. C'est ce qu'il a fait à Villepinte. Hein. Il a un échec grossier et sur ces questions-là comme sur beaucoup d'autres, et par conséquent, il a pris un langage va-t-en-guerre, n'est-ce pas? Si au-delà du langage, regardez les propositions, Madame Guigou. Tout ça est inacceptable. C'est l'évitement, et on va faire une concertation plus tard. Sur tous les sujets, François Hollande dit ça. Il ne répond pas aux questions précises auxquelles les Français ont le droit d'avoir des réponses. Et c'est tout le temps des concertations pour l'avenir. Et c'est vrai sur tous les sujets. Franck Riester, est-ce qu'en parlant de cette manière, Nicolas Sarkozy tourne l'euro à un certain esprit de l'Europe, tel qu'il existe depuis, j'allais dire, 1958? Mais qui peut croire que Nicolas Sarkozy tourne le dos à l'Europe? C'est lui qui a pris l'initiative au moment de la crise financière pour faire en sorte que les pays européens puissent prendre les bonnes décisions. C'est lui qui a été l'initiative quand il y a eu la crise entre la Russie et la Géorgie. C'est lui qui a été l'initiative avec Angela Merkel au moment de la crise de la Grèce et des dettes souveraines, avec les résultats efficaces qu'on connaît, puisque la Grèce a été sauvée grâce aux décisions prises au niveau européen, et qu'un grand traité de discipline budgétaire permettant la convergence des politiques économiques et sociales, ce qui n'était pas mis en œuvre depuis des années, a été réussi grâce à Nicolas Sarkozy. Donc on ne peut pas dire que Nicolas Sarkozy tourne le dos à l'Europe, bien au contraire. Alors on va parler de sa deuxième proposition importante de Villepinte, ce fameux Buy European Act qui réserverait donc à des entreprises européennes les marchés publics, un peu comme ça se fait aux États-Unis, il l'a rappelé le président. Est-ce qu'on peut pas parler d'une évolution protectionniste de l'Europe à travers ses propos, Elisabeth Guigou? Non mais là encore, il y a un vrai sujet qui est la question... Donc Nicolas Sarkozy pose de vraies questions. Non, mais attendez. Sur ce point en tout cas, sur ce point. J'ai proposé quand j'étais ministre des Affaires européennes, qui est en 93, qui est un Buy European Act. Je préfère d'ailleurs parler français, acheter européen, parce qu'à l'époque on était menacé par les Américains qui étaient très protectionnistes, et donc j'ai dit si jamais le Buy American Act fonctionne comme ça, à ce moment-là nous on aura la réciprocité. Depuis, les socialistes n'ont cessé de dire dans les échanges internationaux il faut qu'on établisse davantage de réciprocité, et d'ailleurs dans notre projet il y a la notion de juste échange qui est écrite noir sur blanc, qui était dans le projet socialiste que François Hollande a repris. Donc c'est des règles strictes de réciprocité. C'est un sujet qui est identifié depuis longtemps, sur lesquels nous avons fait des propositions depuis longtemps. Le problème, c'est que quand j'ai proposé ça en 1993, en 1994, la droite est revenue au pouvoir et il y a eu l'acceptation de l'accord à l'OMC de 1994 sur les marchés publics, sans qu'on s'avise
de dire dans cet accord qu'il faudrait peut-être justement des règles déjà de réciprocité. Alors, je trouve qu'il y a une très très grande hypocrisie de la part de M. Sarkozy, d'abord à s'emparer d'un sujet comme ça, très bien, remarquez, s'il reprend nos propositions. Le problème, c'est qu'il ne le fait pas dans cet esprit-là. Il le fait dans un esprit protectionniste, et tout ça, c'est pour plaire toujours à la même catégorie de l'électorat. D'ailleurs, M. Barnier, qui est pourtant membre de l'UMP, a dit attention, 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 cet après-midi. Il préconise une autre solution, il faut non qu'on protectionniste. Bien sûr, il faut que... Alors, par ailleurs, je pense qu'il y aurait quelque chose de beaucoup plus intelligent, plutôt, encore une fois, que de déclarer la guerre, de fermer les choses, etc. Oui. Parce que vous comprenez bien qu'on va faire, un Buy American Act vis-à-vis de la Chine. On peut discuter, débattre d'une façon sérieuse. Moi, je vous écoute avec patience, donc vous... Allez-y, après Franck Riester vous répondra. Et vous allez répondre. Ne vous énervez pas, vous allez répondre. Donc, il serait beaucoup plus intelligent de discuter avec nos partenaires de réciprocité, ce que d'ailleurs M. Barnier propose, et que j'approuve, et par ailleurs de faire en sorte qu'on puisse se poser des questions sur ce qui est réalisable. Par exemple, et des questions très importantes, est-ce qu'on protège suffisamment bien en Europe nos intérêts stratégiques par rapport à des investissements qui viennent d'autres grands pays émergents, par exemple la Chine. Je pense que nous pourrions avoir de gros progrès là-dessus. Donc voilà, il y a M. Sarkozy, une fois de plus, apporte une très mauvaise réponse à une bonne question, car il le fait dans un esprit qui est protectionniste. Vous avez bien compris. Michel Barnier était présent à Villepinte hier. Ce qui est formidable, c'est que Mme Guigou y a pensé à 93, elle a été au pouvoir de 97 à 2001 avec ses amis socialistes, elle ne l'a pas fait. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Nous avons remis en cause la mise, cher monsieur, c'est formidable parce que la droite avait été là. C'est formidable parce que... Attendez, laissez-moi finir. Deuxièmement, c'est formidable, c'est une bonne proposition apparemment, mais c'est pas quand même une bonne proposition parce que tout simplement, c'est Nicolas Sarkozy qui la propose. Ça a été ça pendant 5 ans. Des bonnes réformes qui ont été menées avec courage par Nicolas Sarkozy, d'ailleurs sur lesquelles François Hollande ne veut pas revenir. À partir du moment où c'est Nicolas Sarkozy qui l'a proposé, puis il l'a fait voter, c'était une mauvaise réponse. Et là, vous faites un procès d'intention. Attendez, laissez-moi finir. Vous faites un procès d'intention. Vous faites en plus un procès d'intention à Nicolas Sarkozy parce que apparemment sa proposition est bonne, mais il le fait avec une intention qui n'est pas la bonne. Non, mais franchement, c'est un procès d'intention. Nicolas Sarkozy, comme sur ce sujet-là, comme sur d'autres en matière économique et sociale, a des réponses concrètes et une vraie stratégie économique et sociale. En tout cas, quelle est votre stratégie économique et sociale, Madame Guigou? Une chose en tout cas est certaine, notre débat est terminé. À 40 jours de l'élection, M. Sarkozy découvre tout d'un coup qu'il y a un problème. En tout cas, à 40 jours de l'élection, on parle des dossiers européens. Il était peut-être temps qu'on en parle. Merci beaucoup, Madame Guigou, Monsieur Riester, d'être passé sur le plateau de Public Sénat ce soir. On va rester dans la politique, mais la politique fiction cette fois à l'occasion de la sortie le 21 mars du film de Michel Muller, Hainaut président. Dans quelques instants, Olivier Gourmet sera avec nous. C'est lui, vous vous en souvenez, vous allez le voir, qui incarne un gourou communicant du candidat Hainaut. Olivier Gourmet, un comédien qui n'en est pas à sa première expérience politique. Simon Barbarie. On l'avait quitté dans la peau d'un ministre des Transports dans l'exercice de l'État. La semaine prochaine, Olivier Gourmet revient dans la sphère politique avec le film Hainaut président. Olivier Gourmet y incarne Thierry Giovanni, patron sans scrupules d'une agence de communication, bien décidé à faire de Pierre Hainaut, petit maire de province interprété par Michel Muller, un candidat crédible à l'élection présidentielle. C'est une matière brute ce type, c'est une pépite. On n'a plus qu'à sculpter, nous. Si on bosse correctement, dans un mois, Pierre Hainaut, c'est le 3e homme, merde. Adapté d'une série du même nom diffusée au printemps 2007, Hainaut président pointe les dérives de la politique spectacle, où la communication à outrance et la dictature de l'image passent avant les idées. Et on ne lésine pas sur les moyens pour faire d'un petit candidat une bête médiatique, mise en valeur d'un passé fantasmé, consommation de drogue dure ou encore rencontre avec des soutiens très people. Pierre Hainaut devient le cobaye des méthodes douteuses de ses communicants. De là à dire que la politique est une affaire marketing, il n'y a qu'un pas. Voilà, Hainaut président, ça sort bientôt, ça sort le 21 mars sur les grands écrans. Olivier Gourmet, bonsoir. Bonsoir. Visiblement, les politiques, ça vous inspire. Ah, c'est un sujet qui m'intéresse, oui.
Ouais. Vraiment, vraiment. Mais c'est important en tant que citoyen, on doit se tenir au courant, informé de la politique. Et c'est ce que vous faites, la vous-même? vie publique. Oui, oui. Et j'incite de plus en plus d'amis parce que c'est compliqué. Moi, je viens d'un petit village et souvent les gens, la politique leur passe au-dessus de la tête. Et je leur dis mais ça vous concerne. C'est des décisions qu'on prend pour vous. Vous votez. Donc je pense que vous devez lire, vous informer. Je pense que c'est possible. Moi, je viens d'un milieu où on s'intéressait pas spécialement à la politique. Au départ, c'est complexe, c'est compliqué, mais avec un peu d'effort et de bonne volonté, on arrive à comprendre et à sentir les choses et à se sentir concerné, impliqué. C'est le devoir civique de tout un chacun de se sentir concerné par la vie politique. Alors, vous les observez, ces hommes et ces femmes politiques. Est-ce que vous les trouvez bons comédiens dans l'ensemble? On les voit beaucoup à la télévision, sur les plateaux. C'est clair qu'aujourd'hui, je pense, je ne trahis pas de secret, je pense que pour la plupart, on des coachs. Moi, je connais d'ailleurs des acteurs qui coachent certains hommes politiques pour la gestuelle, pour la façon de prendre la parole, comment annoncer une mauvaise nouvelle et ce genre de choses. Donc oui, sont plutôt de bons comédiens. Certains ont plus de, je les citerai pas, ont plus de talent que d'autres, mais il y a quand même toujours cette recherche de retrouver la sincérité. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, finalement. C'est ce qu'il y a de plus difficile, même pour un acteur. Être au plus près de la vérité et de la sincérité, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile. Alors vous incarnez dans votre prochain film cette espèce de gourou communicant qui tourne autour du peut-être futur président. Est-ce qu'on peut vraiment parler de politique fiction, vraiment? Certes, le trait est marqué. Mais... Certes, oui, le trait est marqué. Quand même, les personnages sont confrontés à certainement des situations farfelues, mais ce qui m'intéressait dans ce film, c'est que quand même on partait d'une certaine réalité, de vrais personnages. Eno pourrait être un candidat, vraiment, un petit homme de province qui débarque comme ça, qui a un vrai sens citoyen, une vraie éthique, une vraie honnêteté, une vraie intégrité, un vrai bon sens terre à terre. Et voilà. Et puis une équipe de communicants qui sort de la publicité et qui décide de prendre cet homme et d'en faire le troisième homme. Donc il y a une base au départ concrète, et c'est ce que je trouve d'amusant, que ce soit dans le drame ou dans la comédie ou dans l'humour ou dans le burlesque ou dans la farce, c'est qu'on part toujours des ressorts humains. Pour moi, c'est important. Et il y avait cette base-là et ce fondement-là dans le film de Michel. Donc il y a énormément de points concrets avec lesquels on pourrait mettre en parallèle avec la vie politique, avec la communication politique, avec une campagne présidentielle. Et en même temps, ça reste une farce, comme Molière aurait pu le faire. Où, voilà, on tire les personnages jusqu'à leur paroxysme de la bêtise parfois, de la grossièreté, de la manipulation. Voilà, les hommes, c'est affreux, ça les méchants, quoi, dans toute leur horreur, mais avec beaucoup d'humour. Vous regardez parfois certains meetings, certains discours d'hommes ou de femmes politiques. Est-ce que vous pensez à la farce que vous évoquiez en parlant de votre film aujourd'hui? Oui, il suffit d'assister à certains débats pour retomber dans certains ressorts de la farce, parce que, et là, je trouve, moi, en tant que citoyen, que souvent le débat politique en profondeur, vraiment sur le sujet, sur ce qui concerne les gens, est souvent mis de côté pour des batailles, pour des guéguerres d'influence ou de pouvoir. Je vois encore ici maintenant sur Elisabeth Guigou et Monsieur Riester, c'est quand même toujours une lutte d'influence d'une personne à l'autre. Et pas, je trouve c'est dommage qu'on n'essaye pas de s'écouter, de s'entendre et de vraiment débattre. C'est toujours non, un tel a dit ceci, un tel a dit, mais quand vous y étiez, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Oui, mais monsieur ceci, monsieur cela. Et jamais on ne va pour dire, mais discutons, prenons, voilà. Et c'est dommage parce que heureusement, il y a des journalistes qui font très bien leur travail et qui me permettent de comprendre ce qui se dit et ce qui se joue. Mais souvent, on passe à côté, je trouve, dans les débats politiques. Et pour moi, je trouve c'est dommage, vraiment dommage. Alors, vous l'avez constaté, il y a de plus en plus de séries autour du monde politique, des films, bien sûr, les vôtres. Est-ce que ces films, ces séries éclairent le citoyen? Est-ce qu'ils sont nécessaires aujourd'hui à la démocratie telle qu'elle existe dans un pays comme la France? Je pense que la culture participe de la démocratie, donc c'est évident.
un pays, une nation ne peut pas vivre sans la culture. Quand je parle de la culture, je ne parle pas uniquement du cinéma et du théâtre, je parle la culture au quotidien, l'éducation, l'école, la vie culturelle d'un village, le tissu social culturel d'un village, tout ça est important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ramener la politique, mais je pense que c'est lié aussi au fait que les médias se sont emparés de l'image politique. On a fait des hommes politiques quelque part et des femmes politiques des objets de médiatisation, des stars. Et parfois people poussés à l'extrême. Aujourd'hui, on est plus une star, un people de la politique que quelqu'un qui a vraiment un vrai... Enfin, je simplifie un peu, hein, qu'un vrai projet, parce que je pense que quand même derrière l'image de la communication, il y a quand même... Heureusement, et je suis optimiste, il y a des hommes politiques, la majorité, pour avoir fait l'exercice de l'État, ont une vraie sincérité, une vraie intégrité et encore un vrai sens de la nation. Beaucoup, Olivier Gourmet, d'avoir été avec nous ce soir. Votre film, je le rappelle, sort dans quelques jours, le 21 mars. Et je rappelle également que l'exercice de l'État, un grand succès, est désormais disponible en DVD. C'est la fin de cette édition. À suivre le Bondy Globe, qui reçoit ce soir François Bayrou. Ne ratez pas le 22h en direct sur Public Sénat, avec Michel Sapin, le conseiller économique et financier de François Hollande, en compagnie de Sonia Labrouk. Très bonne soirée à tous, merci. Je suis heureux de venir m'entretenir avec vous, téléspectateurs de France, après une si longue absence. Originaire de Guyane, élu du Lot, Gaston Monnerville a présidé le Sénat de 1959 à 1968. Un itinéraire exceptionnel pour ce petit-fils d'esclave et grand défenseur des droits de l'homme. C'est un homme qui a des principes, mais il ne se contente pas de parler. Il décide de se défendre, de défendre ses idées, les armes à la main. Qui devait être président de la République. Il ne l'a pas été parce qu'il était métis et petit-fils d'esclave. Gaston Monnerville, la mémoire retrouvée, bientôt sur Public Sénat.